Bonjour Jean-Marie Pelt. Bonjour. Merci de prendre un peu de temps en cette période de fête. D'abord, ça nous fait plaisir de vous avoir avec nous parce qu'on aime bien que la famille est là au moment des fêtes. Plaisir partagé. Merci. On va pas vous prendre trop de temps parce que je sais que vous êtes attendu à Lyon pour une conférence. Alors les conférences de Jean-Marie Pelt, la première question que je me pose, est-ce qu'elles sont interactives? Est-ce que les gens vous posent des questions? Est-ce que vous prenez le temps de dialoguer? Alors la règle, c'est qu'on fait la conférence pendant, disons, 1 heure et quart à peu près. Là, Lyon, ce sera sur ce thème-ci. Hein. Ça sera sur ce thème-là, absolument, sur l'évolution, qui est un thème majeur. Comment ça a fonctionné, l'univers, depuis le Big Bang jusqu'à nous. Et dans ce livre-là, je lance une idée que je suis en train de développer maintenant à l'international, c'est qu'en fait, l'amour, c'est-à-dire ce qui nous attire vers l'autre, ça existe depuis le Big Bang, car les toutes premières particules qui sont apparues pendant la première seconde du Big Bang sont déjà attirées les unes vers les autres pour donner du nouveau. Comme lorsque nous sommes attirés, nous faisons un bébé, et le bébé c'est du nouveau. Eh bien cette mécanique existe depuis l'origine de l'univers. Et ça c'est le thème de ce livre. C'est une idée totalement nouvelle que je développe actuellement. Et donc les spectateurs qui viennent vous écouter doivent forcément réagir souvent sur des thèmes bien précis. Quelles sont les questions qu'on vous pose le plus ? Écoutez, il y a une question qui est récurrente, qui vient toujours, c'est les OGM. Est-ce que c'est dangereux, les OGM ? Donc ça les inquiète quand même. Très fort. Alors, partout, même quand j'en parle pas, même lorsque je n'évoque pas du tout le sujet, je suis sûr que la question vient tous les soirs. Toujours. Et alors, ce qui revient maintenant, c'est le gaz de schiste aussi, naturellement. Et puis alors, le reste, c'est un peu tous les domaines de l'écologie. Ça déborde un petit peu sur la société. Que pensez-vous des Verts, d'Europe Écologie, etc. Donc, ça va jusque-là. Ça va jusque-là, oui. Ça frôle la politique, alors même. Ça frôle. Et la partie débat dure généralement une bonne heure, 1 heure et quart, parce que je n'ai pas pour habitude de dire on arrête maintenant. Ouais. Je préfère que ça s'arrête tout seul. Et au niveau donc des OGM, on en est où aujourd'hui? Parce que je sais que vous suivez ça, moi je vous suis, je vous lis régulièrement. On a progressé, on a avancé, on recule, qu'est-ce qu'on fait au niveau des OGM? Écoutez, il y a l'étude de Gilles-Éric Serralini, dont il nous parlera au mois de janvier ici, puisque je l'ai invité à une conférence. C'est une étude très sérieuse, il a donné un grand coup de pied dans la fourmilière. Les fourmis ne sont pas contentes, alors tout le monde proteste en disant c'est nul, mais c'est un gros mensonge. Ça n'est pas nul du tout. C'est une étude que j'ai suivie de près, c'est une étude majeure où on a étudié l'effet des OGM sur des rats pendant 2 ans alors qu'on ne l'avait jamais fait avant, et on voit qu'il y a des effets pathologiques importants. Donc cette étude va quand même changer quelque chose, même si ceux qui ont moins bien fait que lui protestent. Donc on est plutôt sur le bon chemin. Je crois. Alors pour revenir un petit peu à votre littérature, moi j'ai pris les 3 derniers en date. Alors là, c'est vraiment votre guerre contre les pesticides. Alors là, s'il y a bien un truc aujourd'hui qu'on vous doit, c'est peut-être de mettre moins de gaz, j'allais pas dire dangereux, mais c'est le cas, dans l'atmosphère. C'est-à-dire que à la fois par le sol, mais en même temps par les aérosols, on a été très mauvais pendant de nombreuses années. Très mauvais. On s'est trompé. C'est une direction qui n'était pas la bonne. Alors dans ce livre-là, il y a 2 choses. Il y a d'abord, pour les jardiniers qui font leur jardin et qui voudraient bien ne pas mettre de produits chimiques, je leur explique comment il faut qu'ils fassent. Et je me réfère à mon grand-père, qui, quand j'étais petit, faisait un jardin magnifique, évidemment sans pesticides, ça n'existait pas à l'époque. Purin d'ortie, alors? Non, purin d'ortie en particulier, et beaucoup d'autres stratégies. Je pense qu'on a failli l'interdire en France, le purin d'ortie. Oui. Vous imaginez, quand même? Oui, c'est insensé. On a été jusque-là. Oui, c'est insensé. Alors, c'est un livre qui est utile pour le jardinier. Voilà, il apprendra des trucs, comment il faut s'y prendre. Et puis la deuxième idée... Pardon, Jean-Marie, quand vous dites il apprendra des choses, est-ce que vous lui dites aussi là quels sont les bons et les mauvais voisins? Est-ce qu'on découvre là-dedans, par exemple, si on a envie de mettre des carottes à côté des tomates, ou est-ce que vous n'allez pas jusque-là? Si, je vais tout à fait jusque-là. J'explique par exemple que c'est très bien de mettre les carottes à côté des oignons. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la mouche de la carotte, qui est un pathogène de la carotte, est attirée par l'odeur de la carotte. Et si les oignons sont à côté, l'odeur de la carotte est brouillée par l'odeur des oignons. Et comme l'odeur est brouillée, l'insecte ne vient pas. Et l'oignon, lui, il est attaqué par une bestiole qui s'appelle le thrips,
qui vient parce qu'il sent l'oignon. Mais si la carotte est à côté, eh bien, il sent plus l'oignon, il est perdu, il ne va pas non plus. C'est dingue, hein, c'est génial. Des plantes compagnes. Hein. C'est ce qu'on appelle des plantes compagnes. Ben, les jardiniers doivent en faire une Bible, alors, de votre bouquin. Ben, je le souhaiterais, oui, parce que je pense que c'est utile. Ah oui, c'est pas mal. Et puis les poireaux, ils mettent l'odeur de poireaux, ils brouillent tout le reste. Alors si vous mettez des carottes, des poireaux et des oignons... Vous êtes tranquille, normalement. Oui. Autre chose. Voilà. Quelle est la deuxième chose dont vous parlez parce que vous... Alors, la deuxième chose, c'est toutes les pistes qui se développent actuellement pour remplacer les pesticides. Oui. Et ce sont des moyens beaucoup moins préoccupants du point de vue des impacts sur la santé. On appelle l'utilisation de produits peu préoccupant, naturel peu préoccupant. Alors vous avez parlé du purin c'en est un, mais il y a des extraits d'algues, il y a toutes sortes de substances, des tisanes même, qui seront, à mon avis, plus tard, les prochains pesticides et qui ne seront pas dangereux, ni pour l'environnement, ni pour la santé. Alors notre ami Jacques Florentin vient régulièrement sur ce plateau nous présenter aujourd'hui toutes les plantes, même les toxiques qui servent dans la côté pharmaceutique. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer que certaines plantes qui sont au demeurant très dangereuses, servent à nous guérir, quoi. Tout à fait. Et quand elles sont très dangereuses, elles ont une activité puissante. Donc il faut les utiliser avec la sagesse du pharmacien. Bien dit. Ce que je suis. Ce que vous êtes. On va jeter un petit coup d'œil maintenant sur un reportage, parce que je voudrais avoir votre avis là-dessus. On va aller du côté de l'Amazonie équatorienne. C'est assez étonnant. Pourquoi ? Parce qu'il y a une petite réserve, un petit paradis de 982 000 hectares. Et là-dedans, il y a à peu près un dixième de toute la faune et la flore du monde. Et malheureusement pour cet endroit-là, on vient de découvrir que dans les sous-sols, il y a énormément de pétrole. Et on a tous peur que forcément, un jour ou l'autre, on détériore tout cela pour juste extraire du pétrole. Regardez ce reportage, je voudrais avoir votre avis après. Yasuni, en pleine Amazonie équatorienne, est un petit paradis pour la faune et la flore. Des centaines de variétés d'oiseaux, 100 000 sortes d'insectes, des jaguars, des crocodiles. Le parc national abrite un dixième des espèces de la planète. Cela signifie que nous avons une opportunité, mais aussi un devoir envers les générations futures. Seulement voilà, le parc de Yasuni déborde de vie, mais aussi de pétrole, l'équivalent de 846 millions de barils de brut, un cinquième des réserves du pays. Les espèces sont aujourd'hui menacées par l'extraction de l'or noir. On peut voir les animaux courir dans tous les sens, se séparer. J'en ai même vu qui se prenaient dans les bras pour se protéger, parce qu'ils ont peur du bruit. Le problème de l'extraction du pétrole n'est pas tant le pétrole lui-même que tout ce qui va avec, et en premier lieu la construction des routes. Si on construit une route, on attire les gens. Et les gens arrivent avec toute une série de conséquences néfastes. La déforestation, le braconnage, la pollution, le bruit. L'année dernière, l'Équateur a accepté de renoncer à l'exploitation du pétrole en échange d'une indemnisation internationale. Mais sur les 3,6 milliards de dollars nécessaires, les fonds récoltés n'ont atteint que 200 millions. Et en attendant, l'industrie pétrolière poursuit son implantation. Votre avis ? C'est un sujet que je connais très bien puisqu'il entre dans mon prochain livre qui paraîtra le 16 janvier, où j'ai expliqué comment les Indiens Sayaku, ceux-là précisément, ont réussi à éloigner les pétroliers de leur territoire. Et ils marquent leur territoire en plantant des arbres qui donnent de très belles fleurs colorées pour que d'avion, on voit le territoire des Sarayaku. C'est une magnifique histoire et je le raconte dans un livre qui s'appelle déjà, mais pour moi, Héros d'humanité, et qui va paraître, c'est mon prochain livre. Comment vous vous inspirez de toutes ces histoires ? Vous êtes allé sur place, vous lisez, vous voyez, on vous envoie des tonnes de documentaires. Comment vous rentrez dans la peau de l'Indien d'un seul coup qui est en train de se battre contre les... Eh bien là, parce que je connais très bien Corinne Arnoux, qui est en quelque sorte la représentante de ces Indiens sur le plan international, qui les a invités à se retourner vers le tribunal international des Amériques qui siège au Costa Rica
et qui est l'homologue de ce qu'est pour nous la Cour européenne de Luxembourg. Et ils ont gagné, et donc ils sont protégés. Et c'est la première fois que des Indiens gagnent contre une multinationale. Ah, ça, c'est pour ça que j'ai mis dans le livre cet épisode comme le dernier épisode de ce livre qui parle de gens qui ont été des héros d'humanité. Alors je voudrais que maintenant vous présentiez à Stéphane, mais également à nos amis téléspectateurs, Heureux les simples. Alors, Heureux les simples, si vous voulez, c'est un peu vos saints, entre guillemets, préférés. Oui. Je dis bien entre guillemets. Tout à fait. Que vous nous présentez, que vous nous racontez. Alors il y a aussi dans ce livre, Stéphane, et là c'est assez étonnant, une rencontre avec une certaine Marthe. Est-ce que vous pourriez nous conter en quelques... Je ne vais pas prendre tout votre temps, mais c'est assez étonnant. Pourquoi vous allez d'abord la rencontrer ? Alors Marthe Robin est un personnage exceptionnel. Il y a une Marthe Robin par siècle à peu près. C'est une mystique. Elle est dans ce qu'on appelle l'ascédie, ça veut dire qu'elle ne mange pas, elle ne déglutit pas, elle ne dort pas, elle parle, c'est tout ce qu'elle sait faire avec sa bouche. Et elle a des dons de visionnaire exceptionnels. Et elle vit la passion du Christ toutes les semaines. Elle souffre beaucoup. Elle a les stigmates. Ah oui. Oui, tout à fait. Elle est morte maintenant. Elle est morte en 1981. Je l'ai rencontrée en 1979. Pourquoi vous êtes allé la voir ? Qu'est-ce qui vous a décidé J'ai été la voir parce que c'était une période où j'étais pas bien, où j'avais beaucoup de soucis de toutes sortes et j'avais besoin de trouver des forces à quelque part, et pas seulement celles des médecins. Et je l'ai vue rapidement parce qu'elle n'était pas bien du tout ce jour-là. Et elle m'a dit, je lui disais que j'étais dans une période de grande souffrance, elle m'a dit, vous devez souffrir beaucoup. Et quand je l'ai quittée, voilà, pas que je ne me suis pas rappelé de ce qu'elle m'avait dit, et je me suis dit, est-ce qu'elle m'a dit, vous devez souffrir beaucoup, donc c'est mon état actuel, ou bien vous devrez souffrir beaucoup, ce qui serait épouvantable. Ce qui serait pas du tout la même chose. Donc quand je l'ai quittée, je ne savais plus ce qu'elle m'avait dit, mais j'avais été étonné par l'extraordinaire dimension d'un personnage tout à fait hors du commun. Personne n'a jamais expliqué. Non, on n'explique pas ces phénomènes, mais on les constate. Pour elle, toutes les facultés ont été mobilisées, les facultés de médecine, naturellement, on a surveillé de près pour voir s'il n'y avait pas de tricherie, etc., mais il n'y en avait pas. Donc elle se nourrissait jamais, elle buvait jamais, elle ne buvait jamais, dormait jamais. Et ne voyait pas, j'ai oublié de dire. Ah, elle ne voyait pas. Elle ne voyait pas, voilà. Et vous dites qu'il y a une personne comme ça tous les siècles ? À peu près, il y en a eu en Allemagne, Catherine Emmerich au 19e. Oui, il y en a eu, oui, une par siècle, oui, tout à fait. C'est des cas tout à fait exceptionnels, mais qui montrent la puissance de l'esprit quand le corps est lui-même complètement altéré et décaté. Tiens, tant qu'on parle des saints, avant de revenir à votre bouquin, moi j'ai une petite question. Depuis le 12 décembre, c'est-à-dire là on est c'était la semaine dernière, on sait que le pape tweete. Il est sur Twitter et il tweete. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose que le Saint-Père, finalement, décide d'utiliser une nouvelle technologie pour s'exprimer ? Mais écoutez, moi je trouve que c'est bien. Je ne suis pas sûr qu'il est très compétent dans les tweets, il doit être comme moi. Mais je pense que le Saint-Père est entouré d'un certain nombre de personnages qui lui expliquent comment il faut faire pour tweeter. Alors on m'a posé une question extraordinaire cette semaine. On m'a dit, Monsieur Pell, il paraît que le Saint-Père a dit que le ciel n'existe pas. J'ai dit, mais non, il n'a pas dit ça. Il a dit qu'à son âge, il s'apprêtait à rencontrer le Père éternel. Et qu'il espère que ça se passera bien, mais il est inquiet parce que c'est le moment du jugement et que le pape est jugé comme les autres. J'ai trouvé que c'était une excellente réponse. Mais c'est comme ça que j'ai appris que nous avions combien d'années d'avance par rapport à la naissance de Jésus-Christ, d'après ce qu'il a dit. 8 ou 9. 8 ou 9, hein, c'est ça. 9, oui. C'est étonnant. Oui, absolument. On découvre ça maintenant. Oui, non, on le sait depuis longtemps, mais le moine qui, je crois que c'était au 7e siècle, a défini l'année où Jésus est né par rapport à l'histoire de l'Empire romain, donc par rapport au règne d'Auguste en réalité, il s'est trompé. Ses calculs n'étaient pas bons. Donc en fait, il est probable qu'on soit maintenant en 2018-2019 par rapport au jour de la naissance de Jésus. C'est lui qui a géré aussi le vote de l'UMP là dernièrement. Oui. Et puis parmi tous vos saints, alors on parle de Robert Schuman. Ah oui. Pourquoi Robert Schuman, un des fondateurs de l'Europe, qui s'y voyait dans quel état est son Europe aujourd'hui, serait forcément pas content, vous qui l'avez bien connu. Oui, non, c'est pas content. Il serait pas content, on est bien d'accord. Non. Pourquoi est-ce que lui
devrait être sain demain? Parce qu'il a fait une chose extraordinaire, c'est qu'il a fait qu'il n'y a plus de guerre en Europe. Regardez ce qui se passe en Israël avec les Palestiniens. Ça fait 60 ans. Ah oui. Et il n'y a pas du tout l'ombre d'une paix qui se dessine à l'horizon. Pour l'Europe, 5 ans après la guerre, où nous devions évidemment haïr les nazis, c'est évident, il a réconcilié les pays d'Europe pour qu'ils ne se fassent plus la guerre. Et il a créé la CECA, dont il a mis le siège à Luxembourg, avec Jean Monnet. Bon, c'est quelque chose d'inimaginable. C'est charmant et l'acier, hein, c'est ça. Hein. Tout à fait. Et c'est pour ça que l'Europe a eu le prix Nobel de la paix, qui a été remis la semaine dernière, absolument. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est quel était son moteur pour prendre le risque de la réconciliation, qui lui mettait à dos tous ceux qui étaient contre les Allemands, naturellement. Ben, son moteur, c'était la prière, c'était un homme de prière, il avait une vie spirituelle intense, et il a été ainsi toujours prêt à prendre des risques graves. C'était quelqu'un de simple ? Très simple, très simple. C'était un simple, oui, et très bon, et très doux, mais pas mou. Doux et mou, c'est pas pareil. Dans les béatitudes, on dit bienheureux les doux. On dit pas bienheureux les mous. Il était le contraire d'un mou. Il savait. On a dit qu'on faisait pas de politique, Jean-Marie Pelt. Il savait ce que c'est d'avoir une volonté politique qui manque si souvent aux hommes politiques. Une volonté politique. Il voulait la paix en Europe, on l'a. Qui est Jean de Dieu? Ça, c'est une histoire qui pourrait faire un film extraordinaire. C'est pour ça que je vous pose cette question. Oui, Jean de Dieu, c'est un jeune homme qui galère, qui a une vie incroyable, il fait plein de trucs contradictoires, enfin il est à côté de ses pompes. Et puis petit à petit, il rencontre des gens qui l'ouvrent à la spiritualité, et puis il fonde un hôpital, et puis il fonde un deuxième hôpital, et puis il devient donc le fondateur des hôpitaux dans le sens où on les comprend aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, les hôpitaux, on mettait les pauvres gens dedans, et puis on s'en occupait peu ou pas, et lui a eu l'idée de leur donner à chacun un lit. À l'époque, ils n'avaient pas un lit par personne, ils étaient 5 dans le même lit. Ah oui. Voilà. Et il est resté maintenant le guide moral de la confrérie des frères de Saint-Jean-de-Dieu, qui est une confrérie hospitalière. Il y a à l'étranger beaucoup d'hôpitaux qui s'appellent Saint-Jean-de-Dieu. Mais sa vie est un vrai roman. C'est un vrai roman. Si on veut s'intéresser à ce livre-là, on commence par Saint-Jean-de-Dieu. Oui, mais il y a pas mal de gens qui s'adressent. Vous vous rappelez la dernière fois, lorsque Didier Van Covelard est venu, oui. Vous êtes dans son livre, il vous remercie parce que vous lui avez donné à la fois le goût, mais aussi, plus que ça, parce qu'il parle avec les arbres, il échange avec les arbres. Je ne sais plus quel était le bouquin en question qu'il avait lu. C'était Les langages secrets de la nature. Langages secrets de la nature, exact. Et lui, on a carrément fait un roman. Oui, tout à fait. Où l'arbre devient... Alors, l'arbre parle, chose que je ne savais pas. L'arbre communique. Les arbres communiquent entre eux. Oui. Et parlent entre eux. Ils ne parlent pas, mais ils communiquent. Ils communiquent par des gaz. Ils émettent des gaz. Et les gaz émis par un arbre vont sur un arbre d'à côté et modifient la composition chimique de l'arbre d'à côté, ce qui a été mis en évidence sur les acacias en Afrique du Sud, broutés par des antilopes. Et les antilopes, quand elles broutent l'acacia, elles en broutent seulement très peu. Parce que dès qu'il est brouté, l'acacia fabrique des produits toxiques pour l'antilope, qui s'appellent les tanins. Il produit un gaz, le gaz file sur l'arbre d'à côté, et l'arbre d'à côté se met à produire aussi des tanins. Donc il y a une communication, et l'arbre brouté dit à son voisin, attention, les antilopes arrivent, défends-toi tout de suite. Et ça marche. Et ça marche. C'est dingue. Bon, enfin, vous l'avez compris, hein, Jean-Marie Pelt, vous pouvez le lire, le relire. Il y en aura un nouveau au mois de janvier, donc on aura l'occasion de se voir en février, je suppose, si vous êtes bien sûr d'accord de venir nous voir. Nous allons maintenant vous présenter une société en Meurthe-et-Moselle. Vous savez que dans cette émission, on aime bien les choses qui vont bien. Et régulièrement, nous mettons en avant, avec la Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle, les entreprises qui, chez nous, existent, mais existent au niveau national et parfois même au niveau international. Nous allons vous présenter EDC Protection. Alors, c'est le genre de société créée en Lorraine qui exporte sur le territoire national, mais qui va encore plus loin aujourd'hui, en touchant l'Algérie, bientôt la Pologne. Je vous propose de découvrir cette société qui existe depuis 1935 maintenant. Du high-tech au cœur de la campagne meurthe-et-mosellane, la société EDC Protection, installée dans le petit village de Novian-au-Pré, entre Toul et Pont-à-Mousson, est leader en France dans le domaine très pointu des équipements de protection contre les chaleurs extrêmes,
une entreprise qui emploie 17 salariés, rachetée il y a plus de 10 ans par Philippe Keller et son associé. EDC Protection fait partie du groupe DMD France. EDC Protection a été fondée en 1935. En 1989, elle s'est tournée vers la fabrication de protection pour les ouvriers de la sidérurgie. En 2000, le dirigeant, devant partir en retraite, souhaitait que son entreprise reste locale et pas reprise par un grand groupe qui aurait été délocalisé. Il m'a contacté car j'étais un de ses plus gros clients et aussi dans la partie depuis très longtemps. J'ai donc repris la société en 2000 et depuis nous travaillons toujours localement et 99% de notre production est faite toujours localement. La couture et le travail manuel sont la marque de fabrique de cette société lorraine. Dans l'atelier de 1000 m², une dizaine de techniciens, dignes des grands couturiers. Avec des patrons, ils taillent dans des rouleaux de tissu en Kevlar ou en fibre de carbone aluminisée les différentes pièces qui seront assemblées par couture. La confection de ces équipements de protection est un travail d'une grande précision et d'une grande qualité, destiné à protéger les opérateurs de la chaleur rayonnante et des projections de métal liquide à plus de 1500 degrés. Ce sont des articles comme des cagoules avec de l'or, des vestes, des pantalons, des manteaux, des scaphandres aussi pour les pompiers pour pouvoir entrer dans le feu, des gants aussi pour tenir des pièces de très haute température. Et c'est destiné à la sidérurgie, aux fonderies, où là vous avez du métal en fusion, donc ça permet de travailler et de se protéger. On équipe aussi les verreries, vous avez du verre en fusion pour faire des vitres, les cimenteries où il y a de très forte chaleur. Et aussi nous équipons des vulcanologues, ce qui leur permet d'aller au plus près de la lave lorsqu'ils sont sur des volcans. Tous ces vêtements et équipements de protection sont fabriqués sur mesure, en très petite série, et adaptés aux risques auxquels ils sont confrontés. Des produits haute performance fabriqués avec des matières premières très coûteuses, étudiées et conçues par la société EDC Protection. Les produits que nous fabriquons sont destinés à des ouvriers qui sont exposés à des dangers importants, voire mortels, et qui travaillent dans des conditions de travail très difficiles. Donc nous nous déplaçons très souvent sur le lieu de travail afin d'étudier les conditions de travail, les risques, pour créer un produit le plus adapté possible. Ensuite, à la fabrication, nous utilisons des matériaux très chers et nous faisons des produits très compliqués. Et le fait de travailler localement nous permet d'avoir des délais assez rapides, de l'ordre de 5 à 10 jours, suivant le cas, et aussi d'avoir une maîtrise à 100% de la qualité, car nous avons droit à aucun défaut. Pendant de longues années, la seule protection contre les flammes et la chaleur était l'amiante, aujourd'hui interdite. Elle fut remplacée par la suite par d'autres matériaux efficaces, mais lourds et contraignants. La société EDC Protection a donc décidé de remédier à ce problème. Depuis 5 ans, elle travaille au développement de nouvelles matières pour améliorer les conditions de travail. Par exemple, un sidérurgiste qui travaille au-dessus d'une coulée de fonte à 1500 degrés travaille dans un mur d'air à 500 degrés. D'où des problèmes de pénibilité, d'augmentation du rythme cardiaque, éventuellement de syncope et en tout cas de grande fatigue. Les matériaux qui étaient utilisés jusqu'à présent étaient rigides, donc nous avons voulu trouver des nouvelles solutions plus confortables. Donc pour cela, nous avons créé des nouveaux tissus souples, légers, qui permettent à nos vêtements d'être plus confortables et d'apporter quand même une protection au moins égale, si ce n'est supplémentaire. Par exemple, face à ce mur à 500 degrés, à l'intérieur du vêtement, il ne fait que 43 degrés. L'entreprise livre ses équipements de sécurité en France et dans le monde entier. Une exportation qui représente 20% de sa production. Des ventes à l'export qui peuvent encore prospérer dans les années à venir. Pour dénicher ces nouveaux marchés internationaux, la société bénéficie de l'accompagnement de la Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle. Grâce à la CCI qui a organisé des tournées de prospection, par exemple au Maghreb, nous avons pu rencontrer des utilisateurs et des distributeurs et avoir nos premières commandes. Ensuite, nous avons adhéré à la base avancée d'Alger et nous sommes maintenant bien implantés en Algérie. Et nous continuons maintenant avec les pays de l'Est où nous avons commencé la Pologne. La CCI nous aide aussi au niveau administratif. Manteaux, cagoules, gants, la société EDC Protection en fabrique 45 000 chaque année. Des équipements de sécurité qui coûtent entre 50 et 1000 euros. Le chiffre d'affaires de l'entreprise est de 3 700 000 euros. Stéphane, pas mal, hein? C'est intéressant et étonnant pour une entreprise de la région. Oui. C'est bien de mettre en avant ces entreprises-là. Oui. Ben oui, il faut montrer ce qui marche. Je disais à l'instant, le 20h, c'est épouvantable. On m'a demandé l'autre jour, qu'est-ce qu'il y a comme nouvelle ce soir? Ben, j'ai dit, comme d'habitude, tout va mal. Et ben voilà, regardez, bienvenue chez vous, tout va bien. Voilà, absolument. Un petit jeu, avant de vous laisser repartir pour Lyon. Jean-Marie Pelt et Stéphane, vous êtes déjà ensemble. Je vais vous donner une image que vous allez regarder. Vous allez me dire
où ça se passe et quel est cet événement. Ça s'est passé il y a, on va dire, une petite dizaine de jours. C'est un événement important. Je vous montre une première image. Vous avez déjà trouvé ? Non, non. Qu'est-ce qu'il est en train de faire à votre avis et qu'est-ce que ça pourrait être ? C'est le SOS des sidérurgistes, non? Non, pas vraiment. Hein. C'est pas ça. Pas vraiment, non. Oui, qu'est-ce qu'on pourrait dire, Stéphane, pour faire avancer le schmilblick? Vous avez une idée, c'est pas loin, ça peut ressembler au SOS des sidérurgistes. Oui, mais alors on n'est pas dans le bon pays, là. On est dans un pays différent. On va vous montrer une deuxième image. Est-ce qu'on pourra avoir une deuxième image, histoire de voir, chez vous, chers amis, est-ce que vous avez remarqué quelque chose qui pourrait vous mettre sur la voie? Ça se passe aux États-Unis. Ça se passe aux États-Unis? Oui, et si on regarde bien la photo, oui, on découvre peut-être un indice au-dessus des deux personnes qui se font photographier. Ah. Que s'est-il passé du côté de Los Angeles il y a 10 jours? On a bariolé le Hollywood. Absolument, on a repeint toutes les lettres avec un paquet de peintures. Et cette fois-ci, elles devraient tenir, elles devraient être réfléchissantes. Voilà, elles sont réfléchissantes la nuit. Absolument. C'est ça, oui, j'ai vu ça. Regardez ce reportage. Oui, oui. Elles sont sans doute les plus grandes stars d'Hollywood. Mais à bientôt 90 ans, elles avaient besoin d'un bon lifting. Les lettres Hollywood, qui surplombent Los Angeles, se sont refait une beauté. Après 9 semaines de travaux, Victor, l'un des ouvriers, donne le dernier coup de pinceau. Je suis fier, ça oui, je suis fier de peindre les lettres Hollywood. Et mes enfants aussi sont fiers. Consolidation, nettoyage, peinture, les travaux ont coûté 180 000 $, dont 80% ont été financés par l'entreprise même qui les a effectués et qui se paie une belle publicité. Avec la technologie utilisée, il y aura moins de poussière. Le panneau devrait rester propre. Et puis on a mis une grosse couche de blanc réfléchissant. Comme ça, dans 10 ans, le panneau brillera autant que maintenant. Les 1400 litres de peinture blanche n'ont pas été de trop. Cela faisait 35 ans que le Hollywood Sign n'avait pas connu pareille rénovation. Ces lettres représentent le rêve de ceux qui viennent ici pour percer dans l'industrie du cinéma. C'est aussi le mode de vie de Los Angeles. La construction débute en 1923. 13 lettres sont érigées Hollywoodland pour vanter à l'époque les charmes d'un programme immobilier qui ne verra finalement jamais le jour. Les 4 dernières lettres sont retirées en 1949. Tombé dans l'oubli, le panneau est reconstruit en 1978 grâce à 250 000 $ de dons privés. En bas de la colline, les touristes venus du monde entier prennent la pause. Le panneau Hollywood est un passage obligé à Los Angeles. 1, 2, 3. Depuis notre jeune âge, on voit ce Hollywood dans les films en noir et blanc, et puis cette évolution dans le cinéma, et puis nous voilà ici en live là-bas, donc c'est magnifique. C'est bien plus gros que ce que je pensais en fait. C'est génial parce qu'on le voit dans plein de films et à la télé. Ça rend vraiment nostalgique. Juste sous les lettres, pas de doute, tout le monde, le temps d'une photo, se rêve en star hollywoodienne. C'est dingue, hein? Oui. Mais moi, j'ai appris une chose, c'est que je pensais qu'Hollywood avait été créé vraiment pour les stars. En réalité, c'était un programme immobilier. Oui, c'est ce qu'on vient d'apprendre à l'instant. Comme oui. quoi, hein? C'est surprenant. Hein? Ah oui, toute la magie disparaît. C'est ce qu'on appelle une reconversion réussie. N'est-ce pas, c'est ça? C'est exactement ça. Moi, je pensais que c'était pour les chewing-gums. Ah oui, d'accord, oui, c'est ça. Oui. Merci, Jean-Marie Pelt. Mais merci de m'avoir invité. Merci. Comme d'habitude, c'est hyper sympa. Ah bah oui. Ou super cool. Ah bah super cool, ça nous va bien. Bonne fête de fin d'année, on vous souhaite plein de belles choses. Hein. Merci beaucoup. Chers amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Stéphane, c'est dans la matinale, c'est tous les jours de 6h30 du matin à 9h. Il est en direct pour vous dans cette belle et copieuse matinale chaque jour. Passez une excellente journée, une excellente soirée. À bientôt. Au revoir, merci. Au revoir. Être chef d'entreprise, c'est beaucoup de responsabilités. J'ai trouvé quelqu'un réactif et disponible, qui s'investit comme moi. Je suis Lorraine, j'ai trouvé ma banque.